Bonjour à ceux que je n'ai pas encore pu croiser dans les couloirs. Sur la demande du service archéologique et des organisateurs, je vous propose une communication qui va résumer à la fois les résultats des 3 premières campagnes de fouilles sur le sanctuaire de Kobanous, qui est le nom de la divinité, et puis ce sera l'occasion également de vous présenter quelques éléments concernant le célèbre trésor de Kobanous, trouvé dans des conditions assez particulières, un pillage, dans les années 70 et qui a ressurgi dans les années 2000. Alors, on ne quitte pas, vous le verrez, totalement Autun, dans la mesure où le site dont je vais vous parler se situe en territoire éduin, et comme l'indique un certain nombre d'inscriptions, elle concerne au moins un habitant d'Autun. Alors je ventilerai ma discussion en 3 parties. Une première partie qui concernera cette question du trésor, et puis en seconde et troisième partie, rassurez-vous rapidement, les résultats donc, des opérations de terrain, de prospection et de fouilles. Le site se situe aux confins, aux véritables confins, à quelques mètres près, de la Nièvre et de l'Yonne, dans le premier de ces départements, sur la commune de Saint-Aubin-des-Chaumes, juste au sud-est de Vézelay, sur un axe antique qui est repéré par ailleurs, qui relie grossièrement le Val-de-Loire au sud-ouest, la région de Caunes, à la Lorraine, et qui longe par la suite la côte châtillonnaise et qui est jalonné d'un grand nombre d'agglomérations d'origine latinienne, d'origine gauloise, et également qui se perpétue à l'époque romaine. Ce site, il est signalé, on va dire, depuis assez longtemps, depuis les années 50, et il est en particulier documenté en 1993 par la découverte d'une première stèle en pierre qui mentionne une divinité inconnue à l'époque, Kobanous, vous voyez l'inscription en bas à droite, publiée par Claude Rollet, une inscription qui n'était pas identifiée à l'époque comme votive, mais qui a été depuis donc un sanctuaire dédié à Kobanous. Cette question de Kobanous, elle a ressurgi de manière, on va dire, de manière un petit peu informelle à travers un certain nombre de publications américaines, dans la mesure où dans les années 89, 90 et jusqu'aux années 2000, une succession de publications et d'échanges mettent en évidence l'existence dans un musée des États-Unis, au musée Getty de Malibu, puis à New York, l'existence de pièces de très grande qualité qui présentent toute la particularité d'être dédiées à cette même divinité Kobanous. Alors je vous passe les différents épisodes de cette première partie de l'histoire, dans la mesure où, dans un premier temps, évidemment, les acheteurs américains ne voulaient absolument pas divulguer l'origine de leurs pièces. Ils ne savaient peut-être pas d'ailleurs d'où venaient leurs pièces. Et c'est la présence sur ces pièces de certaines particularités épigraphiques qui avait conduit Claude Rollet à en proposer une existence éduenne, et plus particulièrement la rapprocher de l'inscription dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc en gros, dans le petit milieu des archéologues, on savait qu'un gros quelque chose avait été trouvé sur ce site de Coin, sans pouvoir en savoir beaucoup plus. Parmi ces pièces, vous voyez par exemple ici un lot d'objets publiés dans les années 2000 par 2 collectionneurs qui présentent là encore des inscriptions. Vous voyez une statue à droite et puis une statue de Mars à gauche qui présente une inscription à Kobanous. Et en 2002, le conservateur du musée Getty publie les pièces qui sont conservées au musée américain, en particulier ces exceptionnelles pièces de bronze de grandeur à peu près grandeur nature, et qui donc n'avaient pas de provenance officielle. Associé à ces statuaires, un tronc à offrande monétaire, un bestiau comme ça, en bronze, avec sa petite clé, issue du même lot. Donc tronc à offrande, évidemment, ça nous ramène vers une notion de sanctuaire, puisque ces troncs à offrande sont connus dans les sanctuaires de la région. Ces diverses pièces se présentent, comme vous le voyez, à l'exemple de cette grande pièce qui représente, selon les publications, Mars juvénile, sont toutes dédiées à une divinité qui n'est connue qu'à cet endroit, qu'à Kobanous, qu'à Coin, à Augusto Sacrum Deo Kobano, et en l'honneur d'Auguste et de cette divinité, par un Douumvir dont la provenance n'est pas connue. On sait depuis que c'est un Douumvir éduin, Lucius Macius Aeternus.
Voilà les autres inscriptions qui sont connues sur les objets de ces deux collections dont je vous ai parlé, en particulier la dernière qui est tout à fait intéressante, qui confirme donc la provenance éduenne de toutes ces pièces, malgré l'affirmation des conservateurs américains, puisqu'on lit sur l'une des inscriptions Deo Cobano Samotalus Brigonis Filius Augustunensis ex voto suscepto, ce qui signifie que ce monsieur Samotalus, fils de Brigonis, était un habitant de la ville d'Autun, donc à côté d'Autun. La suite des événements est assez étonnante, puisque à partir de 2009, la communauté scientifique apprend qu'en réalité, ces pièces, on en a une provenance, puisque un individu se présente au service régional de l'archéologie, et coup de chance finalement pour la collectivité, à travers un testament, livre un petit peu tout ce qu'il a sur le cœur. On va dire 40 ans plus tard, quelques années plus tard, peut-être que ce n'est pas d'ailleurs innocent au point de vue juridique, et confirme que effectivement les pièces qui sont au musée Getty proviennent bien d'une découverte qu'il a fait de manière illégale en 1977 dans ce lieu de Couham où avait été trouvée la stèle dont je vous parlais. Alors, coup de chance pour la science, c'est que cet individu était un artiste céramiste et donc il en a effectué des moulages qui ont été donnés au service régional de l'archéologie et qui sont en train de faire l'objet d'une valorisation sous l'égide de l'État. Donc ces objets sont finalement l'une des rares les éléments finalement que l'on peut aujourd'hui exploiter, qui l'ont été en particulier par Mélanie Chiquet, étudiante à Paris, qui en a fait un inventaire précis grâce au testament entre guillemets donc assez complet livré par cet individu. Qui ont permis le redémarrage des travaux sur le terrain, puisque effectivement on connaissait à partir de 2015 assez précisément la composition de ce dépôt, environ 82 pièces, accompagné d'environ 5500, 6000 monnaies, mais qu'il nous manquait finalement tout le contexte de cette découverte. Alors pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, c'est le plus grand dépôt aujourd'hui connu de type dépôt de sanctuaire, qui peut être rapporté par sa composition à d'autres dépôts exceptionnels, tels celui de Neuvy-en-Sullias, publié il y a quelques années dans un très très beau catalogue d'exposition, ou encore celui de Berthouville dans l'Eure, mais il est beaucoup plus important en termes de qualité et de nombre de pièces. Quelques photographies donc fournies par le service régional de l'archéologie qui vous montrent la variété des pièces de ce dépôt, qui ne nous sont connues donc pour l'essentiel que par leur reproduction ou par des photographies. Il y avait donc également dans ce dépôt des menus objets et puis surtout 3 lots de monnaie qui permettent de fournir des éléments de datation, en particulier, donc c'est l'étude de Kevin Charrier, dont on a parlé tout à l'heure, qui nous permettent de fournir un terminus postquem, puisque la monnaie la plus récente de ce dépôt date en gros des années 364 de notre ère, ce qui donne une date pour le dépôt, pour la mise en place définitive de cet ensemble. Toutes les inscriptions, comme je vous l'ai dit, sont en l'honneur d'une divinité qui était inconnue jusqu'en 1993, Cobanus, ou Cobanus avec un seul N, vous avez vu que les deux orthographes étaient présentes, qui peuvent être rapprochées du nom actuel de Couham, on le verra, cette petite colline qui domine le col au-dessus de Vézelay. Et les spécialistes de la langue gauloise rapprochent cette forme de la forme Gobadnon, qui est connue par exemple dans l'inscription d'Alésia en langue gauloise, qui désigne alors soit des forgerons, soit plus sûrement des artisans plus généralement du métal, ce qui est donné par exemple en langue gaélique le mot coben, forgeron. Alors, ce qui nous intéressait ici, évidemment, c'est la question de ce qu'il y a, du contexte de découverte de ce remarquable ensemble de pièces archéologiques. Dans un premier temps, donc, Mathieu Thivet a été mandaté pour essayer d'en savoir plus sur le lieu de la découverte, essayer d'aller sur place pour essayer de savoir où avait été trouvé s'il y avait vraiment un site archéologique à cet emplacement. Donc Mathieu Thivet, avec une petite équipe en 2016, a procédé à des prospections terrestres et géophysiques qui ont confirmé l'existence d'un site archéologique au pied de la butte qui est aujourd'hui dans la forêt, la butte de Couham qui forme la limite entre le département de l'Yonne, à l'horizon, on voit Fontenay-près-Vézelay, et puis le département de la Nièvre au premier plan. Donc surtout, on voit qu'il y a une espèce de gouttière, c'est un encellement, un col qui permet de passer de la vallée de l'Yonne à la vallée de la Cure.
Dans ce secteur, donc, Mathieu Thivet, grâce à des prospections géophysiques croisées, radars, etc., a permis de mettre en évidence non seulement l'existence d'un fossé quadrangulaire qui nous rappelait certains précédents de sanctuaires gaulois, je pense à celui de Nitry qu'on avait fouillé au début des années 2000, et puis grâce à d'autres méthodes, radars, la mise en évidence de maçonnerie qui détermine là encore un péribole, et puis surtout au milieu la présence d'un temple à plan centré, ce qu'on appelait anciennement Fanum, qui confirme l'existence non seulement d'une occupation romaine, mais bien d'un sanctuaire à part entière. Plus précisément, les prospections que l'on a menées à cette époque, qu'on a poursuivies en 2018, ont confirmé l'existence non seulement de ce sanctuaire, mais également d'une occupation structurée autour de différents axes anciens, une petite agglomération assez peu dense, associée à une occupation gauloise, qui montre qu'il y avait une voie, un point de passage important. Et puis cette butte au-dessus, assez intéressante, qui mériterait certainement des explorations plus intenses, mais bon, c'est de la forêt. Donc on a décidé en 2019, avec les mêmes collègues, Mathieu Thivet et puis d'autres collègues, de mener une opération plus approfondie pour avoir des éléments précis sur la nature de cette occupation. Est-ce qu'il y avait effectivement un sanctuaire? Quelle est sa chronologie? Est-ce qu'il démarre à l'époque gauloise, comme on pouvait le croire d'après les données géophysiques? Est-ce que ce sanctuaire se perpétue jusqu'à l'époque tardo-antique, donc jusqu'à l'époque où aurait été trouvé le dépôt? Et puis pourquoi pas, est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver aussi le lieu où a été trouvé cet ensemble de pièces qui, on le sait par le testament, ont été trouvées toutes ensemble dans une fosse d'environ 2 mètres sur 2. Donc on a proposé au service régional de l'archéologie un programme de recherche avec une année probatoire en 2019, suivi de 3 années de fouilles programmées, 2020, 2021 et 2022. Donc on est ici à la fin de la seconde année de cette triannuelle. Donc je vous présenterai quelques résultats qu'on pourrait qualifier de préliminaires. Donc je vais ici mentionner les différents partenaires, avec en particulier le soutien particulièrement fort du ministère de la Culture pour nous aider dans cette fouille qui fait également office de fouille école pour nos étudiants. Donc de la réalité, de fantasme à la réalité, quelques résultats donc, des opérations de fouille 2019, 2020, 2021. Donc, ce qui nous intéresse également dans ce sanctuaire, c'est qu'il paraissait relativement arasé, donc possible à fouiller, on va dire, et puis également, sur un substrat géologique tout à fait intéressant, du calcaire, qui permettait, on le supposait, une bonne lecture, et en plus dans une pente qui laissait entendre qu'il y avait peut-être un recouvrement sur la partie haute avec la préservation de couches archéologiques successives. Alors, sur le terrain, les opérations se sont faites donc en particulier avec l'aide de 2 de nos collègues, Loïc Gaëtan et Anaïs Lachambre lors des 2 premières années, et puis Rebecca Perruche qui nous a rejoint pour la 3e année, et donc qui, avec Mathieu Thivet, forme une espèce d'équipe coup de poing qui encadre les étudiants et les études de mobilier. N'oublions pas évidemment de remercier aussi les propriétaires des terrains, monsieur et madame Marcelot. Comme vous le voyez, il y a un certain impact sur leur culture agricole. Donc, vous avez vu ici les 2 sondages de 2019, 2 sondages qui cherchaient à la fois à localiser, à vérifier l'existence du temple et de ce fossé qu'on a bien retrouvé, vous verrez ça, et puis une fenêtre d'étude un peu plus précise, à un endroit où on supposait que se trouvait la fosse de la découverte du trésor. Une seconde année qui a été menée, donc seconde fouille en 2020, réduite pour des questions un petit peu que vous imaginez liées au contexte sanitaire, mais également canicule, guêpes, enfin on a un petit peu toutes les plaies d'Égypte cette année-là. Donc une fouille relativement réduite cette 2e année, et puis une dernière campagne en 2021 qui a donc permis d'avoir finalement un gros bloc sur la partie nord-est de ce complexe cultuel. La première campagne a d'emblée permis de confirmer non seulement une chronologie, mais également l'existence d'un sanctuaire structuré par la présence d'un temple à plan centré d'environ 12 mètres de côté, avec une entrée à l'est, comme de juste, et la présence d'un hôtel, les fondations d'un hôtel, malheureusement, le tout extrêmement arasé, évidemment, et au centre de la cella, une grosse fosse qui a fait l'objet d'une récupération relativement récente. Donc, vous voyez ici la vue de 2019 avec la cella, la galerie périphérique, l'amorce ici des emmarchements, enfin des murs bordiers de l'escalier d'accès,
Et puis au centre, cette immense fosse qu'on a pu seulement en partie explorer, pour des raisons de sécurité évidemment, donc il faudra explorer plus abondamment les autres années. Alors on peut imaginer que c'est peut-être dans cette fosse qu'aurait été déposé le trésor, mais il y a quelques éléments qui vont à l'encontre de cette hypothèse, donc on reste encore dans l'expectative. Sur cette image, vous voyez également au fond de la photo la mention d'un fossé. C'est ce fameux fossé qui apparaissait sur les prospections géophysiques et qui est doublé à l'époque antique par un mur. Quelques photographies donc de cette limite structurée, avec un fossé gaulois d'environ un petit peu moins de 2 mètres de profondeur, avec un remplissage assez complexe qui dénote des curages successifs. Et puis, une fois ce comblement réalisé autour du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, la mise en place d'un mur de l'époque romaine qui va reprendre cette limite. Donc on est ici sur la limite à gauche de l'espace cultuel et à droite d'un espace profane, une voie qui longe à l'ouest le complexe. Dans ces fossés, du mobilier gaulois, j'ai volontairement mis des photos de terrain. On a des dessins, mais je pense que des photos de mobilier sale, c'est plus sympathique. Et puis surtout, dans le fond de fossé, un petit peu la découverte étonnante de l'année 2019, c'est cette fameuse statue en pierre, beaucoup plus ancienne que le complexe lui-même, puisque comparable à des statuaires connus en Allemagne ou en Suisse, à très faible nombre d'exemplaires, une probable statue peut-être cultuelle du IVe siècle avant notre ère, qui signale l'existence d'une fréquentation plus ancienne. Donc je pourrais répondre à des questions à propos de cette statue si nécessaire. Et puis quelques mots sur la dernière campagne, celle de 2020, qui a permis donc, sur l'avant-dernière campagne de 2020, qui a permis donc de compléter nos informations, en particulier de donner des précisions sur les phases d'abandon du sanctuaire, alors de construction, avec certaines carrières trouvées à l'arrière des constructions, dans une cour au nord du sanctuaire et creusée et comblée au 1er siècle de notre ère, et puis surtout des niveaux du 3e et du 4e siècle, correspondant aux phases d'abandon qui apparaissent de manière évidente dans ce secteur-là, comme correspondant à des phases violentes, destructions violentes dans les années 360-370, destruction par le feu de tout ce complexe qui nous rappelle des phénomènes assez similaires qu'on observe par exemple dans la même région à Crin ou à Nitry. Je terminerai donc par la dernière campagne de 2020, environ 600 mètres carrés qui ont été fouillés en 4 semaines. Là encore, on a subi différentes contraintes. La suite, évidemment, peut-être qu'on est en train de profaner un site de cimetière indien, donc on a un petit peu voilà, c'est pas toujours facile. Toujours est-il, c'est qu'on a réussi à explorer une partie des marges nord du sanctuaire. Et par contre, on n'a toujours pas réussi à localiser avec précision la fosse du dépôt cultuel. Mais par contre, cette fouille a été particulièrement bénéfique pour compléter le phasage de ce site et mieux comprendre son organisation et son évolution au cours des 5 siècles au minimum d'existence. Voilà une orthophotographie qui nous montre l'état de conservation finalement pas si arasé de cet ensemble. Avec des sols en place, des élévations en place, en particulier sur un bâtiment oriental que vous avez ici au premier plan. On a pu mettre en évidence en tout 7 phases d'aménagement assez complexes, avec des systèmes de voirie recoupés par des bâtiments postérieurs. On a pu à nouveau dégager une partie de l'esplanade au nord de l'espace cultuel et puis vider l'angle nord-est du fossé d'origine gauloise comblé au cours du début de l'époque romaine. Donc vous voyez ici trois sections. Donc ça nous permet d'arriver finalement à une évolution phasée qui nous confirme qu'on est un petit peu dans la même évolution qu'on avait déjà observée à Nitry, par exemple, avec un enclos d'environ 20 mètres de côté fossoyé, dans lequel on n'a pas encore mis en évidence de temple d'époque gauloise, mais c'est lié à des phénomènes de mise en terrasse que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, et une progressive structuration, en particulier la mise en place des premières structures maçonnées, à une phase qui est tout à fait logique pour le secteur, milieu du 1er siècle de notre ère, mise en place d'un péribole maçonné à la phase D, ici, vous voyez, dans la phase 4, le D, et d'un premier bâtiment annexe, et puis dans les phases suivantes, une complexification des structures avec la mise en place du temple et enfin de bâtiments périphériques. Donc pour terminer, c'est ma dernière diapositive, on va pouvoir terminer cet objectif en 2022 en dégageant la totalité de la partie nord du sanctuaire pour la fin du triennal, en espérant évidemment des conditions un peu plus favorables que celles de 2022. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.